Moi, j'ai eu la chance à Boston de travailler sous et avec Edward Bernays, qui est considéré par certains, en tout cas c'est ça qu'on trouve sur la toile, comme le père de la propagande. Mais je comprends pourquoi. Parce qu'à l'époque, il disait même l'Église catholique a un office de la propagande. C'est comme ça que ça s'appelait. C'était un bureau de communication, mais il s'appelait l'Office de la propagande. Et la propagande était un mot qui n'était pas banni comme il est aujourd'hui. J'ai étudié avec lui, j'ai même fait un plan de communication avec lui, donc je l'ai connu assez bien. Pour moi, il ne ressemblait pas au père de la propagande. Évidemment, la société a évolué. Bernays s'en est aperçu. Il s'est excusé par la suite d'avoir utilisé le mot propagande, si ça choquait des gens, mais que c'était pas ça qu'il voulait dire. C'est qu'au fond, qu'il faisait de la communication que Grunig appellerait de la communication unidirectionnelle. Et j'ai ici ses mémoires, qu'il m'a d'ailleurs gentiment autographiées, qui ont quelque chose comme 900 pages, où il raconte ses expériences avec je ne sais pas combien de clients. Ça ressemble à peu près tout ce qu'on a fait dans des cabinets de relations publiques. D'avoir un message, d'avoir un objectif, d'essayer de le communiquer. Donc, de la communication unidirectionnelle. De toute façon, à mon avis, on n'a plus le choix à cause de la présence des médias sociaux. Il y a quelqu'un qui a dit que si on ne répondait pas en 15 minutes à une rumeur ou à une nouvelle qui se répandait sur les médias sociaux, qu'une entreprise ou un cabinet de relations publiques était bien mal foutu. Ce qui veut donc dire que c'est un pouvoir incroyable qui est lié aujourd'hui dans les mains des citoyens et qui fait qu'on ne peut plus faire de la communication unidirectionnelle. Les publics doivent être au cœur, en fait, de notre travail. Ils sont encore plus avec les médias sociaux. Je pense que vraiment, là, on a ouvert le dialogue, on avait une bonne conversation avec le public. Puis ça permet aussi au public de venir directement à nous. Donc, de parler directement à l'organisation, de lui poser des questions. Puis ça fait en sorte que les organisations doivent être plus transparentes et doivent vraiment s'assurer de bien communiquer leur message. La notion de médias sociaux, ça amène la variable d'instantanéité qu'on n'avait pas il y a à peine quelques années. Donc, ça nous permet de se remettre en question, de revoir nos façons de faire. Puis ça permet aussi aux entreprises elles aussi de revoir leur façon de faire pour être encore plus flexibles et ouverts à la conversation. Les clients, je dirais, sont toujours ouverts. C'est simplement que des fois, c'est des gros bateaux à faire tourner. C'est donc de trouver les bonnes méthodes et les bons moyens pour être capable d'éduquer nos clients, parce que souvent, les gens en communication sont très ouverts, mais c'est qu'on doit seulement présenter ce qui fait souvent peur à d'autres départements, des gens qui sont peut-être moins habitués aux médias sociaux, habitués à ce type de communication-là. Un point charnière dans les débuts vraiment de notre profession, qui était la Deuxième Guerre mondiale, où justement là, il y avait moult propagande. Je crois que ça, malheureusement, ça a teinté notre profession et que ça continue et que ça perdure en fait à teinter un peu la perception que les gens ont maintenant de notre profession. Bien que ce que je trouve, c'est que les relations publiques modernes ont beaucoup évolué. On est vraiment rendu à une époque où on veut vraiment la conversation. Et en fait, c'est vraiment ça qui, je pense, qui fait la force des relations publiques modernes. C'est qu'on va partir avec un message, mais ce message-là va évoluer parce qu'on va aller parler à des gens qui vont nous donner leur point de vue, qui vont nous donner leur opinion, leur intérêt. Et à ce moment-là, une bonne campagne de relations publiques qui commence au point A, bien, va évoluer tout au cours de la campagne et va aboutir à quelque chose de différent que ce qui était prévu au départ. Absolument. Je pense que la différence, c'est qu'auparavant, dans le système de propagande, on n'avait aucun intérêt pour les opinions, les besoins des gens auxquels on s'adressait, alors qu'aujourd'hui, au contraire, c'est ces opinions-là et c'est cet apport-là de notre cible qui enrichissent nos initiatives et qui nous permettent de mieux répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, mais aussi de trouver des territoires communs sur lesquels travailler. L'écoute est la principale qualité pour réussir et je pense aussi que c'est aussi la principale qualité qu'on recherche chez un professionnel des relations publiques, sa capacité d'écoute. Il y a 50, 100 ans, l'émetteur considérait le récepteur comme extrêmement inférieur. Il y avait une différence de statut. OK? Avec les médias sociaux, avec l'évolution technologique, là, l'émetteur, le client, celui qui a quelque chose à dire ou à vendre, son interlocuteur est son égal.
Il n'y a plus ce sentiment. Le citoyen, la partie prenante, elle a des valeurs, elle les exprime, elle peut contester, elle peut boycotter. Aujourd'hui, c'est différent parce que les gens ont accès avec Internet à pouvoir aller vérifier puis confirmer certains faits. C'est le message de l'entreprise sans aucune considération pour les autres parties au projet ou à l'événement qui lançaient leur message. Et sous diverses pressions au fil des ans, ça a évolué considérablement pour faire en sorte qu'aujourd'hui, notre métier, c'est celui de susciter des conversations et non pas une conversation. On est très à l'écoute. Il y a du monitoring beaucoup que l'on fait. On est très à l'écoute du public pour essayer de s'adapter à lui et de répondre à ses besoins. Et je pense que c'est une très belle évolution et je pense qu'il n'y a plus grand monde qui va parler de propagande. Pour être un bon relationniste, je pense que ça prend des bonnes cordes vocales, mais ça prend surtout de très grandes oreilles.